Merci Caroline. J'ai été très impressionnée par la qualité des thèses et aussi par des sujets sur lesquels je n'aurais rien à dire tous. C'est dire que c'est de la science en marche puisque c'est du nouveau et qu'elle donne tout le sentiment à ceux qui les ont mal lus ou qu'ils sont débordés par votre science. Et donc, je pense qu'il est très important que les sociétés démocratiques restent des sociétés de transmission. Et donc, nous passons à la génération suivante pour qu'elle continue à développer la connaissance rationnelle qui donne sens à l'activité que nous avons eue. Alors, je vais vous parler plutôt des sciences sociales, encore que la distinction entre sciences humaines et sciences sociales m'a toujours paru difficile à fixer. Malgré tout, je pense qu'il vaut mieux parler de ce qu'on connaît. Ça, c'est le côté, vous voyez, universitaire. Et ce que je connais mieux, c'est tout de même le problème des sciences sociales. Et je voudrais vous parler de leur difficile développement entre ce que j'appelle le scientisme et le politique. Et par ce dernier point, je pourrais peut-être répondre aux questions que Caroline m'a posées. Les sciences sociales, alors autre point, l'administrateur du Collège de France, dans les mots aimables qu'il a dit au début de cette cérémonie, a dit que ce serait intéressant et amusant. J'ai peur de ne pas être très amusante, je vous le dis tout de suite, mais j'espère au moins vous intéresser en vous présentant quelques réflexions. Alors, les sciences sociales sont directement liées aux deux grandes révolutions qui définissent la modernité. Ces deux grandes révolutions sont d'une part la révolution technico-scientifique qui a changé complètement, fondamentalement, les modes d'existence des hommes et transformé leur rapport au monde concret et aux relations qui s'établissent entre les êtres humains. Et d'autre part, la seconde révolution, qui est la révolution démocratique, qui a évacué dans l'ordre social la dimension religieuse et dynastique pour la remplacer par un régime autonome, c'est-à-dire un régime qui confie la légitimité politique non pas à une transcendance, mais à l'ensemble des êtres humains qui sont constitués en communauté des citoyens. C'est d'ailleurs pas un hasard si c'est au XIXe siècle, c'est-à-dire après ces deux révolutions, que le terme même de sociologie qu'il faut prendre en l'occasion comme dans son sens large, général, et non pas académique, c'est-à-dire l'effort de comprendre rationnellement les sociétés humaines. Et bien, ce terme de sociologie, c'est dans ce sens-là que je vais l'utiliser, a été inventé par Auguste Comte au XIXe siècle, et c'est au XIXe siècle aussi que l'idée de soumettre la connaissance de la société à la même rationalité que la connaissance scientifique et technique dont on constatait qu'elle était en train de révolutionner le monde, s'est imposée dans le climat scientiste de l'époque. Alors ce double lien avec d'un côté l'ambition scientifique qui consiste à appliquer les méthodes rationnelles à la connaissance des sociétés passées et présentes, et d'un autre côté la légitimité démocratique, soulève pour les sciences sociales deux séries de tensions. La première de ces tensions repose sur une interrogation. Les sciences sociales méritent-elles vraiment le titre glorieux de sciences? Sont-elles réellement scientifiques? Alors pour les distinguer, on dit sciences dures et sciences molles, mais enfin sciences molles impliquent plutôt qu'elles ne sont pas très scientifiques, me semble-t-il, en tout cas dans la bouche de certains. Et donc, jusqu'à quel point leurs résultats peuvent-ils s'imposer à tous au même titre que l'affirmation par les savants que la Terre n'est pas plate? Plus fondamentalement, les relations entre les êtres humains ne sont-elles pas spécifiques et n'interdisent-elles pas que l'on rende compte spécifiquement des comportements, des expériences vécues et de la subjectivité des acteurs? Les hommes ne sont pas des pierres soumises à la loi de la gravitation
Et Rousseau disait lui-même que l'observation des loups ne permettait pas de tirer des conséquences sur le sens des comportements humains parce que les hommes ne sont pas des loups. C'est la première série de tensions. La seconde porte sur les rapports que les chercheurs en sciences sociales peuvent ou doivent entretenir avec le politique. Par définition, en prenant pour objet le social en tant que tel, en objectivant leur expérience sociale personnelle et en la relativisant, ils développent nécessairement un projet qui est toujours critique sur la société. En tout cas, critique, en tout cas au sens kantien. Et aujourd'hui, dans les sociétés démocratiques, critique au sens courant du terme, et même souvent, vous le savez, radicalement critique. Il est d'ailleurs frappant que les régimes autoritaires ou totalitaires suppriment ces disciplines, ou en tout cas réduisent leur rôle à celui de la gestion, dans le cadre de l'entreprise en général, et non au projet qui unit les hommes. Ils redéfinissent le projet de sciences humaines, soit en technique de gestion, soit en hagiographie du régime existant, du régime des gouvernements ou de la nation. Et ils évacuent immédiatement la dimension de critique politique, dans tous les sens du mot critique, qui est propre à la liberté quand se développent les sciences sociales. Je reviens donc au rapport avec le projet scientifique. Tous les sociologues, encore une fois dans ce sens général, peuvent convenir que la rigueur des méthodes, des démarches, de la recherche, même quand il s'agit de papyrus, est un prérequis de leur scientificité, ou en tout cas de leur rationalité. C'est ce qui d'ailleurs impose le fait que les chercheurs en sciences sociales passent beaucoup de temps à expliciter leurs méthodes et que leurs ennemis disent qu'ils s'occupent plutôt de leurs méthodes que de leurs résultats, vous l'avez entendu dire. C'est un point sur lequel ils peuvent tous se retrouver. Les méthodes, les démarches doivent être rationnelles. Mais il est vrai que ces démarches peuvent être différentes selon les points de vue intellectuels et selon l'objet de la recherche. Mais à partir de cette unanimité, ils se séparent en deux clans, ou deux tribus, comme vous voulez, dont les conflits sont d'ailleurs plus académiques qu'intellectuels. La première tribu est tentée par un scientisme qui se traduit par les chiffres. C'est un courant de nos disciplines. Pour certains de nos collègues, sans chiffres, sans statistiques, sans corrélation entre les variables, sans analyse de ces variables, il n'y a pas de connaissances scientifiques. Et pourtant, je ne résiste pas une fois de plus à citer Tocqueville, j'ouvre les guillemets, « Quand la statistique n'est pas fondée sur des calculs rigoureusement vrais, elle égare au lieu de diriger. L'esprit se laisse prendre aisément aux faux airs d'exactitude qu'elle conserve jusque dans ses écarts, et il se repose sans trouble sur des erreurs qu'on revêt à ses yeux, des formes mathématiques de la vérité. » Il écrivait mieux que nous aujourd'hui. La seconde tribu souligne la spécificité d'une entreprise qui porte sur les relations entre les individus, c'est-à-dire entre les autres, c'est-à-dire, pour reprendre les textes de Max Weber, qui sont orientés vers les autres. Et dans ce cas, cette tribu privilégie le niveau des relations entre les individus, les relations interpersonnelles, en approfondissant la forme et le sens des relations qui s'établissent entre les personnes. La première tribu privilégie les grandes enquêtes statistiques en les élaborant, en les exploitant. La seconde tribu privilégie les enquêtes dites qualitatives où la longueur d'une relation personnelle, la prise en compte de la subjectivité des acteurs permet, selon eux, d'atteindre une véritable profondeur des relations entre humains. Ces deux options furent l'occasion d'un grand débat théorique parmi les premiers théoriciens de la connaissance des sociétés au tournant du XIXe et du XXe siècle.
Les uns, héritiers de John Stuart Mill ou d'Auguste Comte, soulignaient la nécessité d'expliquer objectivement les comportements grâce à l'analyse des grandes variables. Les autres, dont Willem, c'est un Allemand, Dilthey est le meilleur représentant, insistait, lui, sur la nécessité de prendre aussi en compte le sens que les acteurs eux-mêmes donnent à leur action, ce qui implique qu'au-delà de l'explication, on peut atteindre la compréhension de leur comportement. À un niveau intellectuel plus modeste que ces grands penseurs, ce sont les rivalités académiques auxquelles nous assistons entre les tenants des méthodes quantitatives et ceux des méthodes qualitatives. Or, me semble-t-il, les méthodes ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, elles sont plus ou moins fructueuses, en d'autres termes, plus ou moins fécondes, en fonction de l'objet de la recherche. Si l'on veut répondre scientifiquement ou, plus modestement, rationnellement, à la question de savoir si les inégalités augmentent ou diminuent, il n'y a pas de moyen de ne pas mobiliser les résultats des grandes enquêtes statistiques menées par les organisations nationales comme l'INSEE ou l'INED. En revanche, si l'on a pour objet de comprendre, comme l'a fait Corinne Rostin, comment s'établissent à l'intérieur de la prison les relations entre les surveillants et les détenus, entre violence, contrainte et éventuellement une forme paradoxale et provisoire de solidarité, il faut alors consacrer l'enquête à l'observation systématique et au discours que les uns et les autres, les détenus et les surveillants, tiennent sur cette relation. Mais même dans ce dernier cas, on ne peut pas ne pas prendre en compte les données statistiques dont nous disposons sur les actes et sur les acteurs des violences, tels que les répertorient les autorités pénitentiaires. Il me paraît donc, pour finir sur ce point, aller de soi que toute enquête mobilise à différents moments de son déroulement des méthodes d'un type ou de l'autre, et qu'en tant que telle, aucune n'est supérieure à l'autre. Je voudrais tout de même, avant de passer au rapport avec le politique, souligner une évolution qui me paraît inquiétante dans nos sociétés vers l'irrationnel. Cela ne concerne pas seulement les sciences humaines, les sciences sociales, mais toutes les sciences. Vous avez entendu parler du mouvement anti-vaccin qui en est la forme la plus médiatisée. Le principe de l'efficacité de la vaccination paraissait pourtant un acquis dans les générations précédentes. Il n'y a sans doute jamais d'acquis dans l'ordre de la rationalité. Il existe même aux États-Unis, ai-je appris récemment, des platistes qui pensent que la Terre est plate. C'est évidemment une forme extrême, mais plus généralement, nous, les individus démocratiques, nous avons tendance à ne plus faire confiance à ceux qui savent, et nous risquons toujours de penser que l'opinion que nous avons, que chacun d'entre nous a sur beaucoup de sujets, vaut bien celle du savant qui a consacré ses efforts scientifiques au sujet. Sur les transformations du climat dans le monde de l'égalité des citoyens, on risque de donner le même poids à celui qui ignore, mais qui a une opinion, et le droit de formuler son opinion, et celui qui a consacré sa vie professionnelle à produire rationnellement de la connaissance. Alors bien entendu, nous savons qu'il n'existe pas de vérité absolue ou définitive. Les vérités scientifiques sont à la fois provisoires et partielles. Elles peuvent et elles doivent être discutées, et c'est précisément en ce sens qu'elles sont scientifiques. Les chercheurs ne cessent de se corriger eux-mêmes, et c'est dans la nécessité de cette remise en cause que réside la scientificité de leur démarche. Mais enfin, la Terre n'est pas plate, c'est une nouveauté. Le climat se transforme et le principe des vaccins a fait ses preuves. Il n'existe pas de vérité absolue, mais une vérité progressive et contrôlée par la raison, en quoi se définit le progrès de la science. Et elle n'a pas le même statut que les opinions que nous formulons tous sur des sujets que nous connaissons mal. J'en viens au rapport avec le politique. Les sciences sociales se veulent scientifiques, mais leur objet, le social,
les conduit nécessairement à objectiver le social en tant que tel, donc le politique. Cela va de soi pour les sociologues, au sens académique du terme, dont l'objet porte le plus souvent sur les sociétés dont ils sont eux-mêmes les membres. Mais c'est vrai pour toutes les disciplines des sciences sociales. Même les anthropologues, lorsqu'ils analysent des sociétés exotiques, n'échappent pas au jugement de valeur implicite qui leur fait souligner, par leur empathie, les vertus des sociétés lointaines et implicitement les préférer aux sociétés de la modernité. Quant aux historiens des 2 derniers millénaires, en s'inscrivant dans le cadre national, ils ont longtemps contribué à la naissance du sentiment national et des nations européennes, avant d'en être aujourd'hui volontiers les critiques et de viser à élaborer une histoire mondiale. Pour prendre un exemple clair, il est clair que les archéologues de Palestine, qu'ils soient israéliens, européens ou palestiniens, ne prétendent pas à une science pure dont tout horizon politique serait absent. Alors les relations avec le pouvoir politique sont complexes. Les chercheurs revendiquent la pleine liberté de leurs travaux que leur assure le pouvoir démocratique. Même dans les sociétés démocratiques, le pouvoir peut toutefois favoriser tel domaine d'enquête par l'intermédiaire des subventions accordées par l'État en France ou par des institutions privées dans d'autres sociétés moins étatisées, comme les États-Unis, auxquelles beaucoup de ces thèses ont été consacrées. Faut-il conclure de la revendication de la liberté du chercheur que dans le cas des sciences sociales, toute relation avec le pouvoir est en tant que telle condamnable? Doit-on refuser de mettre à la disposition du pouvoir légitimement élu, comme de l'ensemble des citoyens, les résultats d'enquêtes de travail qui, en France, sont assurés par de l'argent public? La vertu de la démocratie est non seulement d'admettre, mais d'institutionnaliser la critique pour permettre un débat rationnel entre tous ses citoyens. Le droit de grève et la liberté d'expression sont garantis en France par la Constitution. Au nom de quoi, donc, ceux qui, par leurs travaux, sont particulièrement susceptibles de contribuer au débat public de manière plus rationnelle que les autres, devraient-ils s'abstenir à partir du moment où leur pleine liberté de savant est garantie? La position de critique radicale adoptée par certains de mes collègues, me paraît contradictoire avec l'ordre démocratique. Le dialogue avec le pouvoir n'en est pas moins, vous le savez, l'objet de débats souvent passionnés ou même violents. Outre le sens symbolique que peut prendre l'écoute du monde des savants universitaires, associé à la liberté de venir ou de ne pas venir, de choisir librement l'objet de son intervention, l'échange, même limité dans le temps et en sens unique, avec ceux qui sont en charge du gouvernement de son pays, me paraît une des conséquences logiques du métier de sociologue, toujours au sens large du terme. Émile Durkheim écrivait déjà que, j'ouvre les guillemets, nous estimerions que nos recherches ne méritent pas 1 heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, j'insiste sur cette condition, ce n'est pas pour négliger ces derniers, c'est au contraire pour nous mettre en état de les mieux résoudre, fermez les guillemets. Alors je ne suis pas sûre aujourd'hui d'être aussi optimiste que lui sur la possibilité des sciences sociales de résoudre les problèmes pratiques. Mais je m'inscris dans le prolongement de cette inspiration et il me paraît normal, quels que soient mes sentiments personnels à l'égard de ceux qui sont au pouvoir, de considérer qu'ils sont légitimes, puisqu'ils ont été élus selon les institutions légitimes de la démocratie. Il va de soi que je laisse à chacun d'entre vous le droit de réagir autrement et que ces 2 positions n'épuisent pas la réflexion sur la relation de ce que Max Weber appelait le savant et le politique. J'espère que je réponds comme ça à votre question, Caroline. Je conclus. La voie des sciences sociales est étroite entre les 2 tentations qui les menacent
et qui sont partie intégrante du sens même de leur projet. La tentation du scientisme risque d'avoir pour effet de négliger de prendre en compte le sens que les individus donnent à leur action, d'oublier d'inscrire dans une histoire les institutions et les comportements actuels, ce qui est pourtant nécessaire pour les comprendre. La mobilisation des chiffres nécessaires n'est pas suffisante pour comprendre une situation, une condition, une entité sociale, une institution et la signification des comportements que le chercheur observe. S'agissant de l'autre tentation, celle de la relation avec le politique, la dérive est différente, ou la possibilité de dérive est différente, selon la nature du régime politique. Dans les régimes autoritaires ou totalitaires, les sciences humaines et sociales risquent de se trahir elles-mêmes par la complaisance des chercheurs envers le politique ou leur lâcheté. Même la génétique avait été qualifiée de science bourgeoise au temps du stalinisme triomphant, et les enquêtes empiriques alors, dans les usines, devaient simplement vérifier la vérité imposée par le Parti communiste. Dans les démocraties, la dérive possible est inverse, et c'est à une critique radicale que risquent de céder les chercheurs des sciences sociales, évacuant ainsi toute critique de la critique, toute relativité dans le temps et l'espace, nécessaire pour poser des analyses aussi justes que possible, même si elles seront inévitablement, parce que c'est la loi du projet et du progrès scientifique, critiquées par les autres chercheurs, ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux d'entre vous qui travailleront demain et qui nous succéderont dans cet effort. Alors, il est vrai que garder à la fois, maintenir à la fois la liberté de l'intellectuel ou du chercheur et la responsabilité du citoyen n'est pas facile, mais personne n'a jamais prétendu que vivre et penser était facile. Je vous remercie.